octobre et novembre 1940, dans la ville où nous étudions tous les jours, étaient internés plus d'une centaine de nomades. Alors que des enfants et des familles entières étaient parqués dans ce camp d'internement, il semble que les habitants de Pontivy s'en soient peu émus. Les archives se font rares, les articles de presse très brefs. Le peu d'informations qui nous sont parvenues aujourd'hui témoignent du désintérêt total de la société française vis-à-vis des communautés nomades, à savoir Roms, Gitans, Yéniches, Tziganes. Encore aujourd'hui, peu de personnes sont au courant de la réalité du quotidien des nomades pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette ignorance nous interpelle. C'est pourquoi nous choisissons aujourd'hui de mettre en lumière la vie de celles et de ceux qui, bientôt 90 ans après, nous sont toujours inconnus. Le premier document retrouvé qui évoque l'internement des personnes considérées comme nomades est un ordre du préfet Henri Piton, datant du 31 octobre 1940. Dans cet ordre adressé à toutes les gendarmeries du département, Henri Piton évoque la date du 6 avril 1940 et l'idée de carnet anthropométrique. À cette date, le président de la République, Albert Lebrun, a publié un décret-loi élargissant l'interdiction pour les voyageurs de circuler sur l'ensemble du territoire métropolitain pendant la durée de la guerre. Les carnets anthropométriques étaient des documents administratifs obligatoires pour les personnes nomades afin que soit contrôlé l'ensemble de leurs déplacements sur le territoire métropolitain. Ces carnets furent remplacés en 1969 par des livrets de circulation qui, eux, ne furent supprimés qu'en 2017. Comme suite à notre entretien du 30 courant, je vous informe que la Feldkommandantur exige, sous ma responsabilité personnelle, que les nomades du département soient réunis au camp de Toulboubou et qu'il lui soit rendu compte pour le 2 novembre avant midi, dernier délai de l'exécution de cet ordre. Il y aurait lieu d'indiquer combien de personnes sont ainsi rassemblées et combien le camp pourrait encore en recevoir le cas échéant. Je vous prie donc d'alerter immédiatement vos brigades pour que tous les nomades disposant de moyens de transport soient mis en route vers le camp sans aucun délai le 1er novembre au matin. Ceux pour lesquels les chefs de brigade auront acquis la certitude qu'ils ne peuvent réellement pas se rendre au camp par leurs propres moyens devront être mis en route immédiatement par tout moyen de transport approprié pris sur place, au besoin par voie de réquisition du chef de brigade ou du maire de la localité. Je vous confirme que ces instructions ne sauvent d'aucune exception. Doivent être rassemblées à Toulboubou toutes les personnes considérées comme nomades au terme de notre législation en son état actuel, c'est-à-dire toutes celles qui, au 6 avril 1940, étaient en possession d'un carnet anthropométrique ou avaient, à cette date, un genre de vie les assimilant indiscutablement aux nomades. Les nomades qui, depuis cette date, prétendraient s'être fixés d'une manière plus ou moins définitive, doivent être rassemblés au camp. Dans toute la mesure du possible, les nomades doivent rejoindre avec leur roulotte. Trois articles de presse évoquant le camp d'internement de Pontivy nous sont parvenus. Les informations données sont assez vagues et les dates imprécises, mais ces articles donnent des indications essentielles sur la mise en place de l'internement des personnes nomades dans le Morbihan. On comprend que ce camp n'a pas vocation à durer dans le temps. On comprend aussi que ce camp est situé à l'endroit même où s'installaient les voyageurs. Le camp est assez sommaire, mais des fils barbelés, des poteaux et une guérite sont tout de même installés. Les nomades s'en vont. Les nomades de la région s'en vont, dirigés vers le camp de concentration de Toulboubou. Ce n'est pas d'ailleurs sans mal que les gendarmeries sont parvenues à purger nos villes et nos campagnes de ces indésirables, qui le plus souvent vivaient de vol et de rapine. Pour répondre aux ordres qui leur étaient donnés, les gendarmes de Plouermel invitaient une tribu de nomades qui, du faubourg Saint-Denis, avait fait son fief à rejoindre leurs camarades déjà rendus à Toulboubou près de Pontivy. Cela n'alla pas sans mal. La tribu, qui comprenait toute la famille, se mit sur le champ en devoir de partir. Les chevaux furent attelés aux roulottes et les nomades prirent la direction de Pontivy. Mais, échappant un instant au regard de la maréchaussée, ils contournèrent bientôt la route qu'ils venaient de prendre pour se faufiler et aller se cacher dans un chemin de terre entre la porte Bergot et Saint-Denis. La manœuvre ne resta pas ignorée des gendarmes, qui dressèrent procès-verbal et intimèrent aux nomades l'ordre de quitter les lieux qu'ils occupaient pour se rendre au camp qui leur était assigné. Et pour la seconde fois, la tribu partit, mais on la retrouva à Moron avec ses roulottes, tandis que les chevaux avaient été vendus.
Un camionneur fut sollicité et dans le fort véhicule fut transporté la tribu avec son matériel. Quelqu'un manquait cependant encore à l'appel. C'était la veuve Pougin, née Catherine Wagner. Depuis le début de la guerre, un campement de nomades avait été établi. En dehors de l'agglomération urbaine, dans la presqu'île de Toulboubou, leurs industries étaient assez vagues et leurs moyens de subsistance étaient très aléatoires. Plusieurs d'entre eux avaient eux-mêmes quelques démêlés avec la justice. Par mesure administrative et pour effectuer leur concentration dans un camp spécial, tous les nomades de la cité éphémère de Toulboubou ont été expédiés sur une autre direction. Ils doivent rejoindre les environs de Segré. La défilée de leurs roulottes était tout à fait pittoresque. Des tracteurs et des cars tiraient sur ces maisons ambulantes, encadrées par les gendarmes. Un autre document vient décrire les conditions de vie dans le camp et les incidents qui pouvaient y avoir. Il s'agit d'un rapport d'incident du garde du camp, Pierre Jouan, et de la réponse de son supérieur, le capitaine Guy Vic, daté de la nuit du 5 au 6 novembre 1940. Ce dernier semble craindre une possible révolte et la dégradation des conditions de vie des internés. Vers 10h30, alors que nous effectuions une ronde autour du camp de Toulboubou, nous avons entendu un des occupants du camp prononcer les paroles suivantes. « Les gendarmes, je les encule !» Et cela à plusieurs reprises. Nous nous sommes rendus à l'intérieur du camp pour l'inviter à s'expliquer sur les paroles prononcées. Il nous a alors déclaré se nommer Michelet Eugène, 35 ans, et s'être énervé après ses enfants qui le menaçaient des gendarmes. Le nommé Pougin Jean, 31 ans, s'est avancé vers nous et nous a tenu les propos suivants. C'est honteux, mes enfants n'ont pas à manger et pas moyen de sortir travailler. Personne ne m'empêchera de sortir. On se révoltera tous. Les nomades en cause seront verbalisés pour outrage à la gendarmerie. Mais d'autre part, ce sont là les premières manifestations d'un mauvais état d'esprit qui semble surtout dû aux difficultés qu'éprouvent certains nomades nécessiteux pour se nourrir, eux et leurs familles. Cette question du ravitaillement est de la première importance. Peut-être que quelques chefs de famille arriveront-ils à se procurer par le travail des ressources suffisantes. Je crains que beaucoup d'autres ne restent comme trop d'honnêtes gens en chômage, même s'ils cherchent réellement du travail. Une fois leurs maigres ressources épuisées, et pour beaucoup, ce sera l'affaire quelques jours, comment vivront-ils? Ils commenceront certainement par réclamer violemment, puis par chaparder, et le problème deviendra de plus en plus aigu. Une lettre fut écrite le 24 juin 1940 par des voisins du lieu-dit Toulboubou à l'attention du maire Eugène Frottet et de l'ensemble du conseil municipal. Cette date, très en avance par rapport aux autres documents trouvés, montre qu'il y aurait eu un campement, cette fois-ci constitué naturellement par les voyageurs et non le résultat d'une politique d'internement. La véhémence des voisins témoigne de l'antiziganisme ambiant à cette époque-là. La population laborieuse et paisible de la partie de la ville située à proximité de ce campement est soumise, notamment depuis quelques mois, à un véritable régime de pillage et même de terreur. Il ne se passe pas de jour sans que l'on apprenne de nouveaux méfaits dont les nomades se sont rendus coupables et pour lesquels il est difficile de déposer une plainte en l'absence, dans la plupart des cas, de témoins oculaires, ou si ces témoins existent, la crainte qu'ils ont de témoigner des faits en raison de représailles possibles. En dehors des vols et rapines auxquels se livrent ces indésirables, leur seule présence constitue un danger de contagion physique et d'atteinte publique à la moralité. En effet, comme il est facile de le constater, ils sont d'une saleté indescriptible, jetant leurs détritus et déposant leurs excréments à même le sol sans les enterrer. Les enfants, et même les adultes, exposent leur nudité sans vergogne, quand même s'ils ne se livrent pas à de véritables exhibitions volontaires. Il n'est pas possible de laisser des enfants à proximité de ce campement, et les grandes personnes elles-mêmes hésitent à passer sur le chemin de halage, par crainte d'entendre des propos obscènes dont ces individus sont prodigues, ou d'être importunés par des enfants dressés à la mendicité. En conséquence, les sous-signés vous demandent d'éloigner ces nomades ou de prendre toute mesure pour faire cesser l'état de choses actuel, intolérable et indigne d'une cité accueillante, propre et coquette telle qu'est la ville de Pontivy. Bien que le camp n'était en place que pendant quelques mois, il illustre parfaitement la manière dont sont évoqués les nomades. Une négation de leur souffrance et de leur vécu au milieu des cas, et le mépris et le racisme
pour tous les autres. Qu'advint-il des internés de Pontivy? Eh bien, ils furent déportés au camp de Moisson-la-Rivière en Loire-Atlantique dès le mois de novembre 1940. Puis ce camp fut vidé le 13 mai 1942 et les nomades envoyés à Mulsanne dans la Sarthe. Lui-même fermé le 1er décembre 1942 et les internés arrivèrent enfin à Montreuil-Bellay, plus grand camp dédié aux personnes nomades qui y passaient plus de 3000 détenus. Les conditions en étaient atroces. Dans les différents camps, les internés souffraient de la faim, et même certains voisins des camps lançaient du pain afin qu'ils ne meurent pas. Dans leur malheur, les nomades français vont être pour la plupart épargnés de la déportation dans les camps allemands et polonais, car leur internement est administré par l'État français. Toutefois, les internés du camp de Poitiers, notamment, vont connaître la déportation du fait d'une opération de répression. Et les nomades des départements du Nord et du Pas-de-Calais vont connaître une tragédie. En effet, ces deux départements sont rattachés directement au haut commandement militaire allemand et par conséquent, ils vont subir de plein fouet la politique de déportation allemande. Le 15 janvier 1944, le convoi Z, composé de 351 personnes, les déporte vers Auschwitz-Birkenau. En novembre 1944, le ministre de l'Intérieur, Adrien Tixier, nuance la décision du gouvernement provisoire de la République française qui indiquait qu'il fallait libérer tous les nomades des camps d'internement. Il déclare qu'il faut étudier cas par cas les personnes à libérer. Les nomades sont toujours considérés comme des ennemis de l'intérieur et l'État français cherche toujours à sédentariser ces populations. Alors la poursuite de l'internement administratif est privilégiée à la libération. Certains internés ne seront libérés qu'en juin 1946 et les carnets anthropométriques ainsi que l'assignation à résidence sont toujours en vigueur. Le Conseil constitutionnel reconnaîtra l'incompatibilité constitutionnelle du carnet anthropométrique. Les travaux historiques ne commenceront à prendre en compte le sort des populations nomades qu'à la fin des années 1980. Les gens du voyage, dorénavant appelés, restent les oubliés de l'internement et de la déportation. Dans les années qui suivirent la fin de la Seconde Guerre mondiale, certains voyageurs qui avaient participé à la résistance française demandèrent à être reconnus comme résistants. Le ministre des anciens combattants de l'époque écarta tout de suite cette possibilité en indiquant que ces gens étaient prêts à proférer les plus indignes mensonges pour recevoir des indemnisations. Famille Chevalier. Archange, Louise, Marie, Jeanne, Madeleine, Félix, Eumélie, Albertine, Madeleine, Archange. Famille Debar, Joséphine, Jean, Henriette, François. La famille Even, Alphonse, Joseph, Odette, Ernest, Louis, Rosita. Famille Elfric, Jean-Baptiste, Gilberte, Marie, Pierre, Jeanne, Robert, Léon, Fanny, Jacob, Louis, Joséphine, Suzanne. Famille Lepère, Étienne, Antoinette, Joseph, Yvonne, Étienne. Famille Michelet, Eugène, Georges, Léon, Lucie, Julien, Paul, Olga, Jean, Françoise, Charles, Armand. Famille Ortica, Léontine, Louise. Famille Perchaud, Adolphe, Louise, Jean-Claude, Adolphe. Famille Pougin, Ernest, Blanchette, Emilia, Désiré, Rosita, Jean, Blanchette, Charles, William, Olita. Famille Reinhardt, Jean-Baptiste, Henriette, François, Paul, Angélique, Jérôme, Marie, Amélie. Famille Sauzère, André, Raymond, Jeanne, Raymonde, Paul, Jean. Famille Sigler, Paul, Ernestine, François, Catherine, Ernestine, Marie, Victorine, Émile, Charles, Angèle, Florida.
Famille Winterstein. Anna, Georges, Philippe, Valentin, Françoise, Caroline, Marie. Bria Solange, Carré Pierre Mathurin, Cassagran Catherine, Jouan Pauline, Le Mintec Joseph, Leroux Marie, Morvan Marie, Pelagie Joséphine, Wagner Catherine, Weiss Madeleine. Savima bari familia mudardas la ikalilekia dolen sindas viromen viromien mascardente visigne savore.